J'avais 9 ans le jour où mes parents m'ont laissé sur le perron. Un ranch perdu au milieu de nulle part. Une valise en plastique posée à mes pieds. Et pas un seul mot d'adieu. Je me souviens du bruit des graviers sous les pneus de la vieille Buick de mon père, de l'odeur de l'herbe sèche et du fil de fer chaud des clôtures. Et surtout, je me souviens du visage de ma mère, derrière la vitre. Elle ne m'a pas regardé. Pause. Elle a regardé la valise. Pas moi. La valise. 10 ans plus tard, ces mêmes parents sont arrivés à l'enterrement de mon grand-père, en costume noir repassé. Ils parlaient de famille. Ils parlaient de justice. Ils parlaient de 100 millions de dollars qu'ils croyaient leur revenir de droit. Mais il y avait une chose qu'aucun d'eux ne savait. Mon grand-père avait déjà tout signé. Tout. Et quand l'avocate a ouvert le document devant une pièce pleine de témoins, le visage de ma mère est passé de l'arrogance à la cendre en 4 secondes. J'y reviendrai. Promis. Mais d'abord, laisse-moi te ramener au jour où ils m'ont abandonné. Parce que pour comprendre comment un homme silencieux a fait taire toute une famille, il faut d'abord comprendre ce qu'il avait construit. C'était un mois d'août. Je m'en souviens parce que l'air sentait la poussière et la chaleur, et que mes baskets collaient au siège en plastique de la voiture. On avait roulé 6 heures depuis la ville, et personne ne m'avait adressé la parole depuis la dernière station-service. Quand la voiture s'est enfin arrêtée, mon père a porté ma valise jusqu'au perron et l'a posée comme on dépose un colis. Il ne s'est pas baissé. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Ma mère, elle, est restée dans la voiture, le moteur allumé. J'ai entendu ce qu'elle a murmuré à mon père, à travers la vitre entr'ouverte. Une phrase que je n'ai pas comprise tout de suite. Une phrase qui allait mettre 10 ans à révéler tout son poison. Et puis la porte moustiquaire a grincé derrière moi. Et il était là. Henry, mon grand-père. 1m90, cheveux blancs coupés ras. Une chemise de travail, avec du cambouis sous les ongles. Il ne s'est pas accroupi. Il ne m'a pas demandé si ça allait. Il a regardé ma valise, puis moi, et il a dit, « Tu peux la porter toute seule ?» J'ai fait oui de la tête. « Bien. Ta chambre est en haut de l'escalier. 2e porte. Dépose ça et rejoins-moi à l'atelier. Pas de câlin, pas de gâteau, pas de grand discours sur le fait que tout allait bien se passer. Juste une direction et une tâche. » L'atelier sentait le cuir de sel et l'huile de moteur, une odeur qui, plus tard, deviendrait pour moi l'odeur du foyer. Henry réparait une bride à la boucle cassée. Il m'a montré un tabouret. « Assieds-toi, regarde. » Et quand il a eu fini, il m'a tendu un chiffon et il a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. « Tu vas travailler. » Travailler, c'est comme ça qu'on arrête de se noyer. Ce que je ne savais pas encore, à 9 ans, c'est qui était vraiment cet homme. Pour moi, c'était un vieux monsieur qui réparait des choses et se couchait à 9 heures. Il conduisait un pick-up de 20 ans. Il achetait ses vêtements à la coopérative agricole. Il mangeait de la soupe en conserve 3 soirs par semaine. Mais Henry Ashford avait été ingénieur pendant 32 ans. Il détenait 14 brevets sur des systèmes d'irrigation. Le ranch reposait sur plus de 1000 hectares de terre, avec des droits d'eau qui remontaient à 1 siècle. Tout ça valait une fortune que la petite fille de 9 ans que j'étais n'aurait jamais pu imaginer. Et les gens qui m'avaient déposé à sa porte, eux, ils l'avaient toujours su. Les années ont passé comme elles passent, dans un ranch, en saison, pas en semestre. J'ai appris à ferrer un cheval à 12 ans. J'ai refait toute la clôture sud à 13. À 14, Henry et moi avons démonté l'éolienne derrière la grange. La même dont le grincement avait été le dernier son que je avais entendu le jour de mon abandon. On l'a reconstruite, pièce par pièce. Et quand les pales ont attrapé le premier coup de vent, le grincement avait disparu.
remplacé par un bourdonnement doux, régulier. Henry a dit, ça, c'est le bruit d'une chose qui fonctionne comme elle doit fonctionner. Il ne parlait jamais de mes parents, pas une fois. Si je les mentionnais, il faisait une pause, puis me redirigeait. Passe-moi la clé de 3/8. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une décision. Il m'apprenait que je pouvais construire une journée entière sans eux dedans. Mes parents, eux, appelaient peut-être 4 fois par an. À Noël, pour mon anniversaire, quand ils s'en souvenaient. Ma mère demandait à Henry si les assurances étaient à jour, si les taxes foncières étaient sous contrôle. Elle ne me demandait jamais en quelle classe j'étais. Et puis, il y a eu mes 15 ans. Ma mère avait appelé une semaine avant. Elle avait promis, juré, que mon père et elle viendraient pour le week-end. On amènera Brian aussi, avait-elle dit. Brian, mon frère aîné, celui qu'ils avaient gardé. J'ai nettoyé la chambre d'amis. Henry n'a rien dit, mais il a acheté un gâteau à la boulangerie du village. C'est la plus grande folie qu'il ait jamais faite pour une occasion. Le jour est arrivé. Pas de voiture sur le chemin de gravier. Pas d'appel jusqu'à 6 heures du soir. Quand ma mère a laissé un message vocal, même pas un vrai appel, pour dire que le rendez-vous d'elle, affaire de mon père, s'était prolongé et qu'ils essaieraient le mois suivant. Ils n'ont pas essayé le mois suivant. Je me suis assise sur le perron, avec une part de gâteau que je n'ai pas mangé, et j'ai regardé le soleil disparaître derrière la grange. Henry est sorti. Il est resté debout à côté de moi, sans un mot, longtemps. Puis je l'ai entendu au téléphone, à l'intérieur, et sa voix avait une dureté que je ne lui connaissais pas. Ne promets pas à cette gamine quelque chose que tu ne tiendras pas. Tu recommences, et tu n'appelles plus jamais ici. C'est tout ce que je l'ai jamais entendu dire sur mes parents. Mais ce soir-là, j'ai enfin compris la phrase que ma mère avait murmurée le jour de mon abandon, celle que je n'avais pas saisie à 9 ans. C'était moi qu'on pouvait se permettre de perdre. J'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'ingénierie. Henry m'a conduite à l'université dans le vieux pick-up. Il a posé mon sac dans la chambre, a regardé la pièce comme s'il faisait une expertise structurelle, et il a dit, « Le plafond tient, les prises sont à la terre, ça ira. » C'était sa version d'un discours d'adieu. Je l'ai serré dans mes bras. La première fois, en 9 ans, il est resté raide, comme les grands hommes qui ne savent pas où mettre leurs bras, et puis il a toussé. Une toux profonde, humide, qui venait de quelque part dans sa poitrine, et que je n'ai pas aimé du tout. « C'est la poussière, a-t-il dit. La poussière du ranch. Va apprendre quelque chose. » Mais la poussière ne sonne pas comme ça. Au bout de 2 mois, sa voix au téléphone était plus mince, chaque semaine. Les quintes de Tout duraient plus longtemps. Je suis rentrée pour les vacances d'hiver, et j'ai compris immédiatement. Le ranch tournait encore, mais au ralenti. Des portails qu'Henry aurait réparés en une journée tenaient avec du fil de fer. Et lui, il avait perdu 10 kilos qu'il n'avait pas à perdre. Alors j'ai fait ce que j'avais appris à 9 ans. J'ai tout pris sur moi. Je n'ai appelé personne. Pas d'ouvrier en renfort. Pas d'infirmière. Personne. Parce que j'avais appris très tôt que les gens censés t'aider finissent par partir. Alors on se débrouille seul. Un soir, je lui ai apporté de la soupe, et je me suis assise par terre à côté de son fauteuil. « Grand-père, il faut qu'on parle du ranch. » « Non. S'il m'arrive quelque chose, c'est réglé. » Il a dit ça comme il disait tout. Plat. Définitif. Comme un boulon serré au couple exact. Puis il a ajouté, « Il y a une avocate, Marion Voss. Le moment venu, elle te contactera. Tout ce dont tu as besoin est chez elle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Fais confiance au papier. Je voulais des détails, des documents,
Un plan que je pouvais vérifier. C'était mon cerveau d'ingénieur, le cerveau qui l'avait construit. Mais quelque chose dans sa voix m'a dit que ce système-là, il l'avait déjà testé. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point j'allais bientôt avoir besoin de lui faire confiance. Henry est mort un mardi de novembre, 2 jours avant la première neige. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu le silence. Un bruit. L'absence d'un bruit, la Tout qui était sa compagne constante depuis des mois, s'était arrêtée. Je l'ai trouvée dans son fauteuil, les yeux fermés, le visage calme. La fenêtre était entr'ouverte, et par là entrait le grincement de l'éolienne, le même qu'à mes 9 ans, sauf que maintenant, il ressemblait à une porte qui se ferme. 3 nuits avant de mourir, dans un souffle, il avait pressé sa bague de fer dans ma paume. Une bague usée, avec une inscription gravée à l'intérieur. Point 14 mars 1962. Un Ashford tient parole. Et il avait murmuré, « Garde-la là où ils peuvent la voir. » Je n'avais pas compris. Qui, il, pourquoi ça avait de l'importance? J'allais comprendre très vite. L'avis de décès apparut le jeudi. Le vendredi matin, ma mère appelait. Voix basse, douce, le ton du chagrin en représentation. « Iris, ma chérie, on vient d'apprendre, pour papa. Papa. » Elle l'appelait papa quand elle voulait quelque chose. Et puis, glissait si naturellement qu'elle a failli passer inaperçue. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé de la succession? Pas. Est-ce que tu manges? Pas. Comment tu tiens le coup? La succession. 3 jours après sa mort, avant même qu'il soit en terre, le lendemain, Marianne Voss est venue au ranch. Une femme d'une 50aine d'années, en veste de toile sur un chemisier. Elle a posé sur la table une enveloppe blanche, mon nom écrit dessus de l'écriture carrée d'Henry. À l'intérieur, une seule feuille, 3 phrases. Reste calme, laisse-les parler, les papiers parlent déjà. C'était tout. Pas de liste d'actifs, pas d'instructions, juste Henry, distillé en 3 lignes, qui me répétait ce qu'il me disait depuis mes 9 ans. Le travail est déjà fait. Ton rôle, c'est de rester là et de laisser la structure tenir. Il savait qu'il viendrait, a dit Marianne doucement. Il avait tout prévu. Et puis, ce jour-là, tout s'est mis en place. Ils sont arrivés le samedi dans un gros 4x4 de location. Ma mère, lunettes de soleil, robe noire, talons totalement inadaptés à un ranch. Mon père, costume sombre, et Brian, mon frère, 22 ans, l'air de quelqu'un à qui on avait promis un voyage court et rentable. Ils ne sont pas venus à la porte d'abord. Ils ont fait le tour de la propriété, la grange, les enclos, les machines. Mon père prenait des notes sur son téléphone. Brian regardait les chevaux comme on regarde une voiture d'occasion. Ils inspectaient la vie entière de mon grand-père comme des acheteurs à une visite immobilière. La lecture du testament a eu lieu le lundi matin, à 9 heures, dans le salon. Le choix d'Henry. Marianne avait disposé des chaises en demi-cercle. Il y avait là 2 des plus anciens ouvriers du ranch, Dale et Pete, désignés comme témoins. Et le plus vieil ami d'Henry. Mes parents sont entrés avec leur avocat, mallette en cuir. Marianne a ouvert le document, et elle a lu, lentement, clairement, l'ensemble des biens, le ranch, les terres, les droits d'eau, et l'intégralité du portefeuille de 14 brevets, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars, sont attribués, de manière exclusive et irrévocable, aux bénéficiaires suivants. Elle a marqué une pause. Iris May Ashford. J'ai senti tous les regards de la pièce se poser sur moi. La tête de ma mère s'est tournée. La bouche de mon père s'est ouverte. Le testateur précise en outre que les personnes suivantes sont délibérément exclues de toute distribution, et que cette exclusion n'est pas un oubli, mais une décision prise en pleine conscience. Elle a lu les noms. Ma mère, mon père, et la raison, dans la langue sèche et précise d'Henry.
Ma fille a abandonné son enfant mineur à ma charge en août et n'a fait aucun effort réel pour l'élever, lui rendre visite ou la soutenir dans les années qui ont suivi. Le visage de ma mère avait la couleur du papier, mais Marion n'avait pas fini. Le testament contient une clause de non-contestation. Tout héritier qui contesterait la validité de ce document perd tout droit, y compris à la somme symbolique prévue. Puis, la capacité du testateur est attestée par 2 évaluations cognitives indépendantes, sur 7 ans, et par 2 avocats extérieurs présents à la signature. L'avocat de mes parents a reposé son stylo. Il savait. Tout argument selon lequel Henry était confus ou manipulé venait de heurter un mur de documentation qu'il avait commencé à bâtir des années plus tôt. Le silence a duré 8 secondes. Puis ma mère s'est levée. Sa chaise a raclé le parquet et sa façade s'est fissurée d'un coup. C'est insensé. Il ne peut pas tout lui laisser à elle. Ce n'était qu'une enfant quand elle est arrivée ici. Elle n'était rien. On l'a donnée parce qu'on n'avait pas le choix. Vous aviez le choix, a dit Dale, depuis sa chaise, calmement. Comme on dit les choses qui ne se discutent pas. Et alors, c'est sorti. La phrase qui vivait dans sa poitrine depuis 10 ans. Elle s'est tournée vers moi, et l'a dite devant chaque témoin de la pièce. C'était toi qu'on pouvait se permettre de perdre. La pièce ne s'est pas tue. Elle s'est figée. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas haussé la voix. Je suis restée assise, la bague de fer d'Henri au pouce, et j'ai donné la réponse la plus courte possible. Il a déjà dit non. Par écrit. Ils n'ont jamais contesté. L'avocat a envoyé une seule lettre, 2 semaines plus tard. Marion y a répondu en 3 lignes. La lettre est restée sans suite. Cette bague, garde-la là où ils peuvent la voir. J'ai enfin compris. Ce n'était pas pour frimer. C'était un reçu, une preuve de livraison. La preuve que mon grand-père m'avait choisi, directement, en toute conscience, sans qu'on le force. Je n'ai pas vendu le ranch. Henry ne me l'avait pas demandé, et même s'il l'avait fait, je ne l'aurais pas fait. Dale et Pete sont restés. J'ai fini mes études, lancé mon entreprise, depuis l'atelier où il m'avait appris à souder. Mais la chose dont je suis la plus fière, ce n'est pas l'entreprise. 18 mois après la lecture, j'ai créé une fondation pour les jeunes qui sortent du système de placement familial. Chaque été, le ranch accueille 8 enfants pendant 6 semaines. Les chevaux, la soudure, l'ingénierie de base, le même programme qu'Henry m'a donné, sans l'abandon. L'atelier sent encore le cuir de sel et l'huile de moteur. L'éolienne tourne encore, et chaque enfant qui passe la porte de cette grange reçoit la même première instruction que moi, il y a 22 ans. Pas un discours sur la résilience, une clé, un tabouret et une voix dans ma mémoire qui dit « Tu vas travailler. » Travailler, c'est comme ça qu'on arrête de se noyer. Mon grand-père ne m'a jamais offert une chose. Il m'a appris à gagner le droit de la garder. Et puis il m'a appris le plus dur, comment la transmettre. C'est le seul héritage qui ait jamais compté. Et toi, si quelqu'un t'a élevé alors qu'il n'y était pas obligé, dis-le lui aujourd'hui. Et si cette histoire t'a touché, raconte-moi dans les commentaires. Je lis tout.